c'est Mélie sans Mélo, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation, celle du... ça doit être la troisième du coup de mon Pumpkin Autumn Challenge. Ce sont des lectures que j'ai fait en grande partie pendant mes vacances. Et bien on est parti. Comme dans la dernière vidéo, je vais les prendre dans l'ordre des sous-catégories dans qu'elles valident en fait. Du coup on va commencer par le menu automne douceur de vivre, c'est là où je vous avais laissé d'ailleurs dans la dernière vidéo. Pour le sous-menu, hey Gigi, tu ne trouves pas que ça sent, et je n'ai pas écrit la suite de la phrase, parcours initiatique jeunesse famille et nourriture. J'avais déjà lu Les frontières de glace de Pierre Bottero et j'ai décidé d'y mettre Sorceline, le tome 4, qui est très clairement une BD jeunesse. Donc c'est Rêve et cauchemar de Sylvia Douillet et Paola Antista aux éditions Vent d'Ouest. Alors c'est une BD que j'aime vraiment beaucoup parce que je la trouve déjà très belle. Je pense que c'est majoritairement pour ça que j'achète et je lis des BD. Ce qui compte beaucoup pour moi, au-delà de l'histoire, c'est le trait, les dessins et les couleurs. Je trouve que au niveau des traits, ça ressemble vraiment beaucoup à Grimoire Noir, cette BD. Voilà. Je ne pense pas qu'il y ait... Non, de mémoire, il n'y a pas de lien entre les dessinateurs et tout, mais je trouve au niveau des traits que ça ressemble pas mal. Alors au niveau de la colorisation, pas du tout. Voilà, là, on a des couleurs beaucoup plus vives. Alors que l'autre il était vraiment sépia parfois, teinte de gris, teinte de violet. Là on est sur des couleurs très vives avec des très jolis contrastes. Du coup c'est une... je vous montre la dernière page, je vais essayer de pas vous spoiler quand même. On va suivre la suite des aventures de Sorceline qui, en lisant un grimoire, s'est retrouvée sur l'île, alors je ne sais plus comment s'appelle cette île, où en fait elle va... Jess veut sa place. Elle va devenir la stagiaire d'un homme qui soigne des créatures fantastiques. Je veux pas vous spoiler les autres tomes, c'est une BD jeunesse, ça se lit très vite, c'est peut-être un peu court et peut-être qu'on reste un petit peu sur sa fin, mais honnêtement je la trouve vraiment très bien, les choses sont bien amenées, j'ai pas été perdue dans le récit alors qu'il y a quand même des passages un peu rapides. Oui bébé. Donc voilà, c'est le tome 4, j'ai lu juste à l'intérieur, je crois que le dernier tome serait le 5ème, je ne sais plus par contre quand est-ce qu'il va paraître, c'est pas encore prévu je crois, mais bon voilà, donc je suis très contente de cette saga en 5 tomes, pour la jeunesse c'est top. Ensuite dans le menu automne des mystères et la sous-catégorie le destin perdu, donc tout ce qui touche autant aux horloges, aux puzzles et au steampunk. J'ai mis le tome 2 de Steam Sailor, les alchimistes. Alors vous avez dû vous en rendre compte avec les deux dernières vidéos, il y a eu pas mal d'ajouts à ma palle initiale, majoritairement des BD, mais aussi des lectures que j'ai achetées aux Imaginales. Alors en l'occurrence j'ai lu un tome que j'avais emprunté parce que j'étais en vacances, mais voilà, celui-là c'est mon tome à moi dédicacé. Steam Sailor, vous savez que j'avais beaucoup aimé le tome 1, donc l'héliotrope. Alors c'est une lecture jeunesse je pense, oui on peut dire ça, c'est de la jeunesse, peut-être un tout petit peu young adulte, non, un jeunesse plus on va dire, qui nous amène à bord de l'héliotrope qui est un vaisseau de pirates du ciel. On va suivre Prudence, une jeune femme qui vient du monde d'en bas et qui se retrouve suite à un accident dans le monde d'en haut. Dans le monde d'en haut il est question d'une ancienne guerre qui a divisé les alchimistes et les industriels, je crois si je ne me trompe pas, et donc à la fin du tome 1, bouchez-vous les oreilles si vous ne l'avez pas lu, l'équipage de l'héliotrope tombe sur la cité perdue des alchimistes avec un trésor inimaginable. Et on retrouve aussi un alchimiste en l'occurrence. Au début de ce tome-ci, ils vont découvrir donc ce fameux trésor, et avec ce trésor il y a un alchimiste qui s'est plus ou moins cryogénisé je crois, et qui leur donne une mission pour sauver le monde de son destin a priori funeste, et il semblerait que notre amie Prudence soit une élue. L'équipe de l'héliotrope va être divisée en plusieurs petites teams qui vont devoir aller chercher de nouveaux alchimistes. Voilà, donc
J'ai vraiment beaucoup aimé ce tome là, je trouve qu'il y a plus d'action, le fait d'avoir divisé l'équipe en deux fait que à chaque fois l'autrice arrive à nous mettre dans des situations de suspense parce que avec le découpage des chapitres, elle nous met dans des situations un peu inconfortables. Son univers est toujours aussi intéressant et aussi fouillé. Encore une fois là on va aller dans deux directions différentes, on va suivre deux choses différentes en même temps. Il y a un tout petit peu de politique aussi, enfin bref voilà, j'ai encore trouvé que c'était top. J'ai beaucoup aimé retrouver les personnages et j'ai hâte de voir ce qu'elle nous a préparé dans le tome 3. Tome 3 qui, ça y est, enfin, parce que je vous l'avais annoncé un petit peu tôt la dernière fois, est sorti. Est-ce que je finirai la trilogie avant la fin d'année ? C'est possible que je me procure le tome 3 rapidement après mon pumpkin et que je termine ça avant fin d'année. C'est vraiment une saga qui m'aura emballée et voilà, qui est accessible pour de la jeunesse et moi l'univers vous le savez que je l'aime beaucoup. Et pour ceux qui n'auraient pas vu ma dernière vidéo où je parle du tome 1, d'ailleurs ça devait être une comparaison avec Mélo je pense, je vous la mettrai en barre d'infos et je disais notamment que ça me faisait penser aux Pirates du ciel de Miyazaki dans Le château dans le ciel et je reste sur cette idée. Voilà. Et donc forcément ça le rend encore plus cher à mon cœur. Dans la sous-catégorie suivante, les ruines de l'Atlantide, donc il fallait trouver un conte moral philosophique ou alors quelque chose qui parle des mythes et légendes. Donc je me suis plutôt accrochée au côté mythes et légendes parce que vous savez que moi le reste c'est pas trop ce que j'ai l'habitude de lire, ou alors je m'en rends pas compte. Et j'ai choisi de lire Le silence des vaincus de Pat Barker. C'est aux éditions Charleston je crois, je l'avais acheté en e-book pendant une offre à 1,99 l'ebook je crois. En fait il s'agit de voir l'histoire de la guerre de Troie mais vue par les femmes et pas n'importe quelle femme, les femmes esclaves du camp des Troyens. Bah non justement n'importe quoi. Les femmes esclaves du camp grec. On va suivre Briséis qui est la reine, l'ancienne reine de Lyrnessos. Lyrnessos qui au tout début du roman est envahie par Achille et ses troupes. Suite à cela, les femmes sont partagées en butin auprès des vainqueurs qui s'attribuent donc des esclaves de nature sexuelle et celles qui n'auront pas été choisies pour ça de toute façon auront bien d'autres choses à faire sur le campement puisque les Grecs sont en poste devant Troie depuis 9 ans. Donc Briséis va être choisi pour être le gain d'Achille. Et j'ai trouvé très intéressant de voir cette histoire. Alors la guerre de Troie, je connais les grandes lignes, je ne connais pas tous les détails. Je trouve ça très intéressant de voir cette histoire via les yeux déjà en interne du camp grec et ensuite via les yeux de Briséis qui nous apporte vraiment quelque chose je trouve parce que alors encore une fois la généalogie de tous les rois et reines dans Troyens je les connais pas bien mais il me semble que la sœur de Briséis est la belle-fille de Priam, le roi de Troie, quelque chose comme ça. Et donc Briséis a passé dans son enfance 2 ou 3 ans à Troie, où elle avait rencontré Priam, Hector et tout ça. Et donc il y a quelques chapitres où elle se rappelle de ses conversations avec Hélène par exemple. Maintenant il y a eu parfois je trouve quelques longueurs. Il y a un parti pris qui était de ne raconter l'histoire que du point de vue de Briséis. Et sur quelques chapitres, je pense, l'autrice n'a pas pu faire les choses ainsi. Et donc du coup, on a vu du point de vue de Patrocle, il me semble. Ou alors que d'Achille. Mais en tout cas, voilà, il y a eu quelques chapitres à partir de la deuxième partie qui étaient du point de vue de ces deux hommes-là. C'est tout aussi intéressant, je ne dis pas. Mais du coup, ça casse un peu le fait de voir par les yeux d'une femme. Donc tout est raconté à la première personne, il y a pas mal de descriptions qui permettent d'imaginer cette vie au camp. Vraiment j'ai beaucoup aimé, voilà, j'ai passé un très bon moment. Je sais qu'il y a une pseudo-suite, je ne pense pas que je la lirai. Pour l'instant le seul retour que j'ai vu c'était celui de Piketty qui avait adoré Le silence des vaincus et qui s'est ennuyé dans le deuxième. Donc voilà, est-ce que je tenterai ma chance ou pas? Je ne suis pas sûre. Je pense que la partie sur la guerre de Troie et la fin de la guerre de Troie surtout était ce qui m'intéressait le plus.
Maintenant, ce que j'aime bien faire quand je lis ce genre de roman, c'est aller checker un peu, revalider d'anciennes connaissances que j'avais, et ça permet de se rafraîchir la mémoire, donc bon, c'était encore une fois une très bonne lecture. Dans la sous-catégorie suivante, en avant, Yvette, Tempête, Aventure, Archéologie, Artefacts et Voyage, j'avais mis Calam, Les deux visages de Paul Béorn, le tome 1. Ça c'est le livre qui m'a suivi à l'aéroport notamment, et pendant le début de mes vacances. J'ai entendu énormément de bien de ce roman. Alors je pense que je vous avais déjà donné le résumé, je vais peut-être pas le refaire. On va suivre une jeune femme lieutenante d'un chef rebelle qui est emprisonnée et à qui on propose de suspendre sa peine de mort tant qu'elle raconte l'histoire de ce grand chef. Ce qu'il faut savoir, c'est que on est dans un monde de fantasy, donc plutôt fantasy médiévale, où tout se base sur des dons. Donc on a le don du guerrier, le don des conteurs, le don des sorciers, et j'ai dû en voir passer d'autres que j'ai oubliés. Et en fait chacun a vraiment une grande importance, et ce qui est très très important aussi, c'est la tradition orale. C'est comme ça que le gouvernement, bon là en l'occurrence c'est le roi Lumière, le tyran, interagit avec sa population, c'est à travers des pierres qui parlent et donc qui diffusent sa loi, ses lois au travers toutes les contrées. J'ai beaucoup aimé l'univers, j'ai trouvé qu'il y avait un traitement très fort du féminisme et de la place des femmes qui vont se retrouver opprimées, oppressées, et qui vont trouver un moyen de, voilà, qui luttent en fait, la lutte de ces femmes là, qui voient leur liberté diminuer. J'ai beaucoup aimé suivre Maura aussi, et la façon dont elle raconte l'histoire donc de son chef Darandal, les liens qui les unissent. J'ai trouvé ça très chouette. Maintenant on m'en avait dit tellement de bien, tellement, j'en avais entendu tellement parler avec tellement d'éloges, que je crois que je m'attendais à trop, enfin j'avais, je pense, placé la barre beaucoup trop haute. D'une certaine façon, ça m'a un peu fait penser à Un bûcher sous la neige. Alors, on est d'accord que c'est pas du tout la même classification, hein, mais Un bûcher sous la neige de Suzanne Fletcher, qui est un livre que je recommande à 2000%, et que j'ai très envie de relire du coup. Voilà. C'est une duologie, c'est important à noter pour un cycle de fantasy. J'ai trouvé les concepts de base de cette fantasy, que je peux pas vous donner pour pas vous spoiler, plutôt intéressants, même s'ils interviennent assez tardivement dans le récit, et donc oui, j'ai envie de lire la suite. Après c'est pas une hâte dévorante, je pense pas la terminer pour fin 2021, mais je pense qu'effectivement en 2022, peut-être pourquoi pas pour le mois de la fantasy s'il sort en poche d'ici là. Voilà, ça me fera plaisir de lire la suite. Maintenant, la plume de Paul Béorn, c'est pas une plume que j'aime beaucoup. Je la trouve un peu simple, on va dire, pour de la fantasy adulte. C'est de la fantasy adulte, enfin adulte. Encore une fois, j'ai un peu de mal à dire ce qui est adulte, pas adulte. Ouais, je dirais que c'est adulte quand même, parce qu'il y a un peu de violence, un peu de sang, un peu de viol par-ci par-là, donc bon, c'est pas pour les enfants, ça c'est sûr. Maintenant, peut-être jeune adulte plus, ou jeune adulte, je sais pas. Bon, j'ai beaucoup de mal à catégoriser cette lecture. Toujours est-il que je trouve la plume trop simple pour de la fantaisie adulte. Donc petite déception là-dessus, c'est vraiment des phrases courtes, voilà, pas forcément très élaborées. Après il y a du vocabulaire au niveau moyenâgeux là-dessus, il n'y a pas de souci. Et vraiment sur la côté quelque chose de simple, sujet, verbe, complément, 2-3 adjectifs, paf paf, pas archi satisfaite. On arrive presque au bout avec ma deuxième lecture de la même sous-catégorie, En avant Yvette Tempête. Alors Calam c'était plus pour le côté aventure, et puis j'espérais qu'il y ait une histoire d'artefact, mais c'est pas vraiment le cas. En revanche, dans Les Artilleuses, le tome 3, on est à fond sur les artefacts, puisque depuis le tome 1, on suit un trio d'aventurières, donc ça va aussi dans l'aventure, qui s'appellent les Artilleuses, et qui sont des cambrioleuses qui ont volé un artefact qui s'appelle le Sigillaire, et qui est en fait au sein d'un conflit politique assez important entre le royaume d'Ambremer et les Français et les Germains, enfin les Allemands. Voilà. Donc dans ce tome-ci, beaucoup d'action dès le début.
on va retrouver les personnages que j'apprécie beaucoup. J'apprécie peut-être un petit peu moins les couleurs et le dessin. Alors j'aime bien, c'est pas comme si j'aimais pas, voilà. J'aime beaucoup la façon dont sont représentées les créatures mythiques. En fait, à chaque fois, je vous montre j'approche les planches de l'objectif. Je ne sais pas si vous y voyez grand chose. Voilà, je suis peut-être un petit peu moins fan des dessins, des contrastes. C'est un style, ça reste joli. La couverture est encore une fois sublime. Maintenant, comme je vous le disais, je crois dans la vidéo précédente, j'ai eu du mal à la lire tout d'une traite. Pourtant, elle est pas très longue, hein. Elle doit faire comme souvent 55-60 pages. Et je sais pas, il y a eu des moments où j'ai eu besoin de la poser en fait. Est-ce que c'était juste que j'ai pas non plus un gros attrait pour l'histoire. Honnêtement, j'ai été parfois un petit peu perdue. Faudrait que je relise tome 1, tome 2, tome 3, tout ça à la suite pour bien saisir qui est rattaché à quoi et où sont les traîtres et quels sont les liens. Parce que je suis pas sûre d'avoir tout compris et du coup forcément ça n'aide pas. Reste que j'ai bien aimé retrouver les personnages des artilleuses, j'aime bien le système de narration qui correspond, de toute façon ça a été écrit par Pierre Pével, qui correspond à ce qu'on a dans Le Paris des Merveilles avec ces petits encarts de narrateurs donc qui conviennent très bien au format BD, qui sont très drôles au format livre, roman, mais qui conviennent très bien au format BD, où le narrateur intervient pour expliquer 2-3 petits points avec beaucoup d'humour. Ça voilà, ça m'a beaucoup plu. Maintenant ce qui m'a un petit peu moins plu c'est qu'on nous le vend comme, c'est écrit d'ailleurs ici, histoire complète, donc sur les 3 BD, et en fait on sent très clairement qu'il y aura un deuxième cycle. Enfin je pense en tout cas c'est une fin très ouverte, voire même plus qu'ouverte, qui nécessite des explications et une suite. Mais bon c'est le jeu, c'est un format plus court donc c'est pas forcément évident. Maintenant je lirai la suite avec plaisir. Je serais ravie s'il est possible de croiser des personnages du Paris des Merveilles sous forme de roman, ça me ferait très plaisir. Côté Paris des Merveilles, il me reste encore à finir Contes et légendes du Paris des Merveilles. J'ai pas réussi trop à accrocher à la première nouvelle donc forcément j'ai du mal à lire les autres. Je crois qu'il y a un autre roman qui est sorti, je ne sais pas si c'est encore des nouvelles, si elles ont toutes été écrites par Pierre Pével ou pas. Voilà, là-dessus il faudrait que je me renseigne un petit peu. Si vous en savez plus, dites-le moi dans les commentaires. Et voilà, c'est terminé pour ce 3e update lecture sur le Pumpkin Autumn Challenge. Comme vous l'avez vu, j'ai fait pas mal de lectures, mais il m'en reste encore plein dans ma pile à lire puisqu'il y a eu des ajouts un peu à l'arrache. Je suis ravie des lectures que j'ai pu faire jusque là, j'ai pas eu d'abandon je crois, ou de mauvaises surprises. Je suis contente parce que ça me fait aussi avancer dans ma pile à lire. Je me fais une joie de lire les prochains qui sont sur ma liste, à commencer par Alphbad, le tome 2 que j'avance parce que je l'avais complètement mis en pause depuis la dernière fois qu'on en a parlé. J'ai très envie de lire aussi Ici se cachent les monstres aux éditions du Chat Noir. Qu'est-ce que j'ai vu qui me tentait beaucoup? Ah oui, De l'autre côté du miroir de Lewis Carroll. Diamant de Vincent Tassi, mon envie va et vient, donc je sais pas, faudra que je la saisisse au vol au bon moment. Écouter nos défaites de Laurent Godet, enfin voilà, beaucoup de lectures qui me font très envie. J'espère que de votre côté votre challenge se passe bien, n'hésitez pas à venir discuter avec moi dans les commentaires, soit des livres que je vous ai présentés, soit des lectures que vous faites pour le pumpkin sur les différentes catégories dont on a parlé. Je vous attends dans les commentaires et en attendant une prochaine vidéo ou de vous retrouver juste en dessous, je vous souhaite à toutes et à tous de très bonnes lectures.